Business, le grand entretien. Et le grand entretien ce matin, c'est avec Julien Pouget. Bonjour, vous êtes le chef du département de la conjoncture de l'INSEE. Vous avez publié les prévisions économiques qui vont jusqu'au printemps 2024, pas plus loin. Alors, on y voit que la croissance va se tasser en fin d'année, mais ce matin, on a choisi de regarder plutôt le verre à moitié plein sur vos chiffres que vous avez publiés hier. Quand on regarde l'année prochaine, le début d'année 2024, on voit quand même que la croissance tient, que les fondamentaux sont solides et que l'inflation s'effondre. Oui, la partie importée de l'inflation, elle diminue, puisque les cours du pétrole, finalement, ne se sont pas envolés. Le choc de prix de l'énergie s'estompe, et les cours des matières premières ont reflué, notamment depuis la guerre en Ukraine, enfin après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et la partie domestique de l'inflation, elle paraît contenue, c'est-à-dire que la dynamique auto-entretenue, la boucle prix-salaire ne s'est pas emballée. Et au total, nous arriverions au printemps à une inflation de l'ordre de 2,5 points sur un an, une inflation sous-jacente un peu en dessous, de l'ordre de 2%. Et sur l'inflation alimentaire, sous les fameux 2%, on est à 1,9. 1,9 prévu en juin. Alors, c'est une prévision, on n'est pas à 0,1 près. Mais c'est vrai que l'inflexion, elle date de la mi-2023. Nous étions au début de l'année 2023 sur un rythme d'inflation alimentaire chaque mois d'à peu près 1,7, 1,8% chaque mois. Depuis la mi-année, nous sommes autour de 0, alors 0 plus, 0 moins, et nous prévoyons effectivement une poursuite de cette quasi-stabilité des prix alimentaires. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des prix qui montent, et inversement certains prix qui baissent, mais en moyenne une quasi-stabilité, ce qui donne un glissement annuel qui se réduit mécaniquement et prévu autour de 2% à l'horizon de la mi-2024. Bon, ça, Julien Pouget, c'est des chiffres là que vous sortez qui vont faire plaisir à Bercy. On est en ligne avec les objectifs et les attentes, bien sûr, sur l'inflation. Quand on regarde la croissance, en revanche, objectif du gouvernement d'1,4% sur l'ensemble de l'année prochaine, ça semble difficile à atteindre, vu ce que vous annoncez. On s'en éloigne. Alors, s'agissant de la croissance, quels sont les facteurs de soutien ? La désinflation, nous venons de le dire, là, qui est susceptible de soutenir la consommation. Donc, nous attendons un rebond au premier semestre 2024. Le commerce mondial, qui est sur une dynamique plutôt modérée, mais qui se reprendrait tout de même un petit peu au premier semestre, avec un peu plus de demande mondiale adressée à la France. Donc ce sont des facteurs de soutien. De l'autre côté, les taux d'intérêt restent élevés et pèsent sur l'investissement, sur la dépense à crédit. Alors ça donne une juste croissance. Mais Christine Lagarde n'a pas vraiment rassuré les marchés, contrairement à son homologue américain, Jérôme Powell, du côté de la Fed. On a vu qu'on est sur des plus hauts, du côté du Dow Jones, notamment indice à Wall Street. Là, on a fait de la chimie avec Christine Lagarde. On a parlé de l'état solide, l'état liquide. Il fallait passer par l'état liquide avant de retrouver l'état gazeux. Enfin, on n'y voit pas très clair encore pour l'instant et on manque d'éléments pour savoir si on va pouvoir continuer à recommencer à investir en 2024. C'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein dont vous parliez en introduction. C'est-à-dire qu'on a une conjoncture un petit peu en demi-teinte, avec une fin d'année qui, selon nous, reste difficile dans la zone euro, dans son ensemble. Nous disons que la croissance est peut-être au creux de la vague. Alors, le creux de la vague, avec un troisième trimestre qui a été légèrement négatif en Allemagne, en France également. Un quatrième trimestre qui serait autour de 0, en tout cas c'est notre scénario central, et puis une reprise en douceur au premier semestre avec 0,2% de croissance par trimestre prévu en France, mais prévu en Allemagne. Et peut-être d'ailleurs que les écarts de croissance vont se resserrer, et ce qui nous rend un petit peu optimistes pour le début de l'année 2024, ce sont également les enquêtes de conjoncture qui se situent certes à un bas niveau, mais s'agissant de l'Allemagne et de l'industrie, qui ont tendance à remonter tout de même depuis quelques mois. Ce qui est une bonne nouvelle pour la France, parce qu'on aime bien se comparer à l'Allemagne, dire ils sont en récession, pas nous, mais nous avons besoin quand même de ce moteur économique allemand qui nous fait du bien. D'une manière générale, effectivement, si les partenaires autour se portent bien, c'est mieux pour la France, oui. Sur l'épargne, là aussi, ça tient. On est sur des niveaux très élevés, 18%. Les Français ne piochent pas dans leur épargne pour faire pallier les problèmes de pouvoir d'achat. On est toujours sur des niveaux très élevés.
Alors ça tient, comme vous dites, mais peut-être qu'il serait souhaitable que ça diminue légèrement. En tout cas, notre prévision est un taux d'épargne qui se maintient entre 17,5-18%. Mais ça devient un élevé. Problème, ce taux d'épargne très élevé. Et c'est vrai qu'on se demande collectivement, hein, les économistes, à quel moment et si le taux d'épargne va revenir à son niveau d'avant la crise sanitaire, qui était plutôt autour de 15%. Ça fait partie aussi des aléas sur le scénario de croissance, puisque si ce taux d'épargne diminuait un petit peu, ça pourrait faire bouger un petit peu les lignes en matière de consommation et avoir une croissance un peu plus soutenue. Quand l'immobilier va se débloquer aussi, peut-être que les taux, enfin en tout cas que les capacités d'emprunt évolueront, à ce moment-là, potentiellement, on va commencer à décagnoter. Alors l'immobilier et la construction, c'est le premier secteur touché par le niveau des taux, hein, et on le voit très clairement dans les statistiques et on le voit également dans nos prévisions, hein, puisque nous avons une prévision à l'horizon de la mi-2024 de poursuite du recul de l'investissement immobilier des ménages notamment. Sur l'emploi, la situation, là aussi, c'est pareil, ça dépend comment on regarde le verre. Ça tient, on est autour de 7,6 en milieu d'année prochaine, on est aujourd'hui autour de 7,4, on n'est pas sur une envolée, on est toujours sur un niveau assez bas quand même pour l'économie française. C'est pas le plein emploi, alors, mais quand même. Sur l'emploi, l'économie française a créé 1,2 million d'emplois, création nette d'emplois, depuis la fin 2019. Donc ça, faut un pas emploi qui est à peu près 5% au-dessus de son niveau d'avant la crise sanitaire. Nous avons néanmoins, au cours de l'année 2023, vu un ralentissement de l'emploi dans le sillage de l'activité. Nous nous attendons à un emploi quasi stable au cours de la période de prévision, avec peut-être néanmoins une légère accélération au printemps. Et comme la population active augmente tout de même un petit peu, ça donne un taux de chômage qui augmenterait légèrement. Avec la réforme des retraites. Nous sommes à 7,4. Alors c'est vrai que la réforme des retraites a un impact sur le taux d'activité des seniors. Hein. Gardons les seniors en activité un petit peu plus longtemps, de sorte qu'elle augmente tendanciellement sur la période de prévision, alors que l'emploi resterait stable dans notre scénario. Donc ça donne un taux de chômage qui augmente de 0,1 point par trimestre en fin d'année, puis au début de l'année prochaine, et qui se stabilise à 7,6% de la population active à la mi-année. Bon, ça veut dire quoi alors avec tout ça, Julien Pouget, entre la croissance, la consommation, l'emploi dont on a parlé, l'inflation, que tous les espoirs sont permis pour 2024, que finalement Les espoirs avec une croissance de 0,2, on n'est pas... Oui, mais bon... C'est pas le Pérou, comme disait Nicolas Dose ce matin. Alors sur l'inflation, rappelons-nous les termes du débat. Il y a 2 ans, il y avait beaucoup de discussions. Est-ce que c'est transitoire? Est-ce que c'est beaucoup plus durable? Alors la vérité était entre les deux. On le voit maintenant avec les chiffres d'aujourd'hui. Le choc a été moins éphémère que ce qui était initialement et généralement anticipé. Il a été de plus grande ampleur. Mais une partie tout de même de ce qui était dit à l'époque se vérifie, c'est-à-dire que le choc est essentiellement d'origine importée et l'inflation maintenant décroît. Ça ne veut pas dire que les prix baissent, encore une fois, c'est les prix qui augmentent moins vite, mais tout de même on est sur un choc largement d'origine importée et qui décroît, avec tout de même des facteurs de soutien à la croissance pour l'année prochaine de ce fait. L'acquis de croissance est effectivement pas énorme. Hein. Notre acquis de croissance à mi-année de 0,5%. C'est la croissance annuelle qui serait mesurée si notre prévision se vérifiait pour la première moitié de l'année et si ensuite il y avait 0 de croissance par trimestre au T3 et au T4. Et au milieu de tout ça, des entreprises quand même, en tout cas les valorisations d'entreprises cotées qui sont au meilleur de leur forme. On voit qu'on est sur des records sur le CAC 40. Est-ce que c'est matière à donner quelques indices sur la manière dont on ressent aussi tous ces indicateurs et que finalement ça n'ébranle pas les marchés et qu'on va continuer à investir, à innover, à faire des projets? Par rapport à l'ampleur des chocs que nous avons connus ces 2-3 dernières années, quand même d'ampleur inédite, hein, la situation globale des ménages
et des entreprises n'est pas si mauvaise. Alors naturellement, il y a des disparités. Il y a des disparités entre les secteurs d'activité pour les entreprises. Il y a des disparités entre les ménages, selon leur catégorie socio-professionnelle, selon leur situation. Mais globalement, on a un pouvoir d'achat, un taux de marge qui se tient, voire qui sont légèrement supérieurs à leur niveau d'avant la crise sanitaire. Alors naturellement, ce n'est pas énorme, mais tout de même, ça donne des bases pour une reprise en douceur. En tout cas, c'est notre scénario pour le début de l'année 2024. Ce qu'on peut dire en conclusion, et c'est pas pour faire plaisir à Jean-Marc Daniel, mais quand même, c'est que l'inflation était transitoire. En grande partie transitoire. Alors après, il reste des questions de plus long terme, plus structurelles peut-être, sur le nouveau régime d'inflation pour les prochaines années, avec peut-être plus de volatilité. En tout cas, il y a plus de volatilité au niveau extra-économique, avec des chocs géopolitiques ou autres qui surviennent fréquemment. Et puis l'impact, par exemple, de la transition écologique sur la vitesse des prix. C'est plutôt inflationniste, oui. Un certain nombre de questions demeurent sur la suite, mais une partie du choc était bien transitoire. Merci beaucoup Julien Pouget d'avoir été avec nous, chef du département de la conjoncture à l'INSEE.